Forum des marchés émergents s'est ouvert hier lundi à Paris, rencontre à laquelle prend part le président Alassane Ouattara. En marge de ce forum, le chef de l'État ivoirien a accordé des audiences à des personnalités dont l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, et Raila Odinga, l'ancien premier ministre du Kenya. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire depuis 2000. Vu l'anarchie et les activités illicites qui se tiennent autour de l'orpaillage, l'État de Côte d'Ivoire a procédé au déguerpissement d'environ 150 sites de mines clandestines dans les régions du Humboldt et de la Mahawi. La première étape du processus visant à éloigner du pouvoir la présidente brésilienne Dilma Rousseff a débuté. Les députés sont favorables à la destitution de la présidente brésilienne. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le Forum des marchés émergents s'est ouvert hier lundi à Paris, rencontre à laquelle prend part le président de la République, Alassane Ouattara, qui a co-animé un panel sur les défis globaux entre aujourd'hui et 2050. En marge de ce forum, le chef de l'État ivoirien a accordé des audiences à des personnalités dont l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, et Raila Odinga, l'ancien premier ministre du Kenya. Envoyé spécial à Paris pour RTI 1, Abiba Dambélé Saoué. En marge du Forum des marchés émergents, le président Alassane Ouattara a reçu l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur des questions économiques, notamment les potentialités de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est dit heureux et fier de rencontrer cet ancien directeur général du Fonds monétaire international. Je voudrais le remercier pour ses conseils, pour son expérience, et pour également le soutien qu'il compte nous apporter pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. There is progress in Côte d'Ivoire, in West Africa. Je vois du progrès en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et je suis très heureux de parler aussi avec la communauté de business en Allemagne pour leur dire que c'est vraiment une région où ça mérite d'investir. La seconde personnalité à être reçue par le chef de l'État est l'ancien premier ministre kenyan, Raila Odinga. Avec lui, le président Alassane Ouattara a évoqué la crise post-électorale et le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Le premier ministre Raila Odinga a été avec nous en Côte d'Ivoire quand nous étions à l'hôtel du Golfe, donc c'est une journée mémorable de le recevoir ici. Nous participons tous les deux au Forum des marchés émergents, donc le premier ministre a bien voulu venir nous saluer, échanger avec nous, nous parler du Kenya. Nous lui avons parlé de la Côte d'Ivoire. Et donc pour lui dire que depuis le 11 avril 2011, beaucoup de choses se sont passées. La Côte d'Ivoire va bien. The first time I met him was at the Hotel du Golfe. Le Premier ministre a salué même le président de la République Côte d'Ivoire, le courage où il a eu pour avancer son pays, pour avoir la reprise d'économie. Il a rencontré monsieur le président à l'hôtel de Golfe en 2011 où il était pendant des mois. Donc ils sont venus lui parler d'avoir la paix en pays, donc où le pays avait la guerre donc, entre l'opposition et le président. Donc le président a eu communication avec le Premier ministre pour négocier comment on peut avoir la paix en Côte d'Ivoire. Donc là, Côte d'Ivoire va mieux depuis 2011. Là, le pays est en plein développement. Toutes ces personnalités participent au Forum des marchés émergents qui se tient du 11 au 12 avril à Paris. Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Washington aux États-Unis d'Amérique. Il est allé prendre part aux réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, FMI. Et ces réunions débutent officiellement le 15 avril prochain. Francis Boifo. Daniel Kablan-Duncan aux réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI du 15 au 17 avril prochain. En plus des réunions statutaires des deux institutions financières, le chef du gouvernement ivoirien prendra part à des panels d'échange de haut niveau sur des questions d'enjeux mondiaux. La mise en œuvre des engagements face au changement climatique lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, le ralentissement de la croissance économique et plus particulièrement des pays émergents et les objectifs du développement durable. Daniel Kablan-Duncan fera aussi
le point sur l'état et les perspectives de la coopération entre le FMI, la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, avant d'insister sur la nécessité pour ces institutions d'accompagner la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence en 2020 par la mise en œuvre du Plan national du développement PND 2016-2020. C'est un plan d'action estimé à 30 000 milliards de francs CFA, dont 11 284 milliards de financement pour le secteur public et 18 716 milliards de francs CFA pour le privé. Des discussions de haut niveau sont également prévues entre le Premier ministre et les dirigeants du groupe de la Banque mondiale sur la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays 2016-2019 qui a été approuvé en septembre 2015. Avant de regagner Abidjan le 19 avril prochain, le chef du gouvernement ivoirien et sa délégation auront des rencontres avec des partenaires pour concrétiser le projet de financement dans les filières du cacao et de l'anacarde en cours de préparation. Allez, revenons en Côte d'Ivoire pour parler de lutte contre le terrorisme et ce sont les directeurs généraux de police et chefs de bureaux centraux et nationaux d'Interpol des États de l'Afrique de l'Ouest qui réfléchissent pour approfondir leur méthode de lutte contre le terrorisme. Ils entendent mettre en œuvre une stratégie commune. Hamza Diaby. La lutte contre le terrorisme international rassemble de plus en plus. Dans cette dynamique, une formation à l'endroit des directeurs généraux de police et des chefs de bureaux nationaux et centraux d'Interpol de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce lundi 11 avril. Objectif, réfléchir sur les stratégies, les méthodes de lutte et les moyens d'action contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Présent à l'ouverture de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a salué la tenue de cette formation qui permettra de mutualiser les efforts. C'est important qu'au niveau des chefs de police, au niveau d'Interpol, il y ait une vraie réflexion pour adapter les postures et les stratégies de notre réponse. Aussi, Ahmed Bakayoko a-t-il mis un accent particulier sur le partage des renseignements entre les services. Il en veut pour preuve la coopération ivoiro-malienne qui a permis d'élucider une partie de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. La coopération avec le Mali a très bien fonctionné. Grâce à des informations données par les services ivoiriens, ils ont réussi à interpeller déjà 2 personnes. Donc le partage de l'information sur ce qui s'est passé à Bassam va permettre de démonter la cellule. Au terme de cette formation, des propositions seront faites aux États en vue d'adopter une posture commune face à la menace djihadiste. Après la réunion quadripartite des ministres en charge de la sécurité du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu les 23 et 24 mars dernier à Abidjan, c'est la deuxième fois que des assises se tiennent dans le cadre de l'expérimentation dans la lutte contre le terrorisme. Abidjan abrite le siège du bureau d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest depuis 1994. Et cette information, Mamadou Ben Soumaoro est décédé hier à Accra au Ghana. Ce serait la conséquence d'un accident vasculaire cérébral AVC survenu en 2015. Depuis lors, l'ancien directeur général de la RTI, très proche de Laurent Gbagbo, était presque tout le temps alité. Tout à fait autre chose à présent. Les jeunes républicains ont eu une rencontre d'échange avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a été question du défi de la mobilisation de la jeunesse du RDR. Kwasi Mamadou. Une minute de silence en mémoire aux victimes de la crise post-électorale. Ce lundi 11 avril 2016, avant d'entamer ce moment d'échange entre le président de l'Assemblée nationale et les membres du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Dans ce sens, ses camarades sont allés exposer à Guillaume Soro les stratégies de mobilisation et de consolidation de la base. Dans l'édification du futur parti unifié, la jeunesse du RDR veut aussi jouer un rôle essentiel. Le président de l'Assemblée nationale est très réceptif à notre vision de rassembler davantage les jeunes et de continuer à assurer la mobilisation constante et de proximité de la jeunesse républicaine et faire face aux défis du futur. La démarche du RJR est saluée par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et par ailleurs membre du RDR. Pendant 2 heures, ils ont échangé sur plusieurs sujets, dont la crise post-électorale. Cette lutte, ce combat que, ensemble, sans exclusion que nous avons mené, il ne m'est jamais venu à l'esprit un seul instant d'apporter la liberté et d'apporter la libération dans ce pays
sans une réelle liberté. C'était ça le sens de notre combat. Le président de l'Assemblée nationale a invité les jeunes du RDR à prendre leurs responsabilités dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire et surtout pour la consolidation des idéaux du Rassemblement des Républicains. Vous n'avez pas le droit de trahir l'espérance de ceux qui, un jour, comme pionniers, se sont levés pour créer ce parti avec les valeurs que vous savez. Le président de l'Assemblée nationale a par la suite demandé à ses hôtes de sillonner tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire pour passer le message du vivre ensemble, un message cher aux pionniers du RDR. Le président du parti Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie Nassim, Sam Jichidi Sam l'Africain, a entrepris il y a de cela quelques jours une tournée dans le département de Gagnoa. Objectif de cette tournée, sensibiliser la population de Gagnoa à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Thérèse Tapeyoboué. Mama, Bayota, Ouragayo sont les localités qui ont accueilli Sam l'Africain au cours de sa tournée de sensibilisation à la paix. L'apothéose de cette visite a été Gagnoa, la place Bonwili au quartier Garayo. Une occasion saisie par Sam l'Africain pour faire un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Le président du parti de la Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire a prôné le pardon et le vivre ensemble entre les différentes communautés de Gagnoa pour aller à l'essentiel, le développement de la région. Il a demandé à nos parents, à la population de Gagnoa, à tout le monde, de vivre ensemble, dans la paix, dans la fraternité, dans le pardon. Les populations se sont dites heureuses du passage de Sam l'Africain à Gagnoa. Plusieurs artistes ont apporté une note de gaieté à la cérémonie. Force 2015 vole au secours des enfants handicapés moteurs de Bouaké. Une délégation de cette structure conduite par son président Charles Niaoré était à Bouaké. Elle a fait des dons de vivres à 2 centres qui s'occupent de personnes handicapées physiques ou moteurs. Il s'agit de l'association catholique Notre-Dame des Sources et de la communauté de l'Arche de Bouaké. Abdul Kader Segodogo, RT Bouaké. La Force 2015 vole au secours des pensionnaires de l'association catholique Notre-Dame des Sources de France 2 et de la communauté de l'Arche de Bouaké. Ces 2 organisations s'occupent de plusieurs centaines d'enfants orphelins et de personnes handicapées physiques ou moteurs. Nous devons contribuer donc par nos actions sociales au mieux-être de nos concitoyens. Nos actions visent à aider le président de la République, son gouvernement, mais aussi à aider les autorités locales. L'aide de la Force 2015 pour cette action sociale se résume en un don alimentaire composé de riz et d'huile. Pour les responsables des 2 centres, l'acte est à saluer et à encourager. Les bouches à donner à manger sont nombreuses. Et bon, vraiment, on vous remercie beaucoup pour cette geste. On vous souhaite bonne continuation. Si des gens qui vont voir l'acte posé par les forces 2015 peuvent emboîter leur pas, ça permettrait aux personnes handicapées que nous encadrons d'abord d'être vus comme des êtres humains. Des personnes de bonne volonté dont les appuis vont certainement aider à régler les problèmes d'ordre matériel et financier que connaissent la communauté de l'Arche de Bouaké et l'association catholique Notre-Dame des Sources de France 2. L'organisation non gouvernementale internationale Save the Children appuie l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme. L'organisation a mis en place un projet communautaire pour lutter efficacement contre cette maladie. Plus de détails avec Kwasi Mamadou. Le paludisme demeure la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, cette maladie est également la première cause de consultation dans les centres de santé. En 2015, environ 6 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en Côte d'Ivoire avec 4 500 cas de décès. Face à cette situation alarmante, il faut réagir. Les organismes internationaux viennent en appui au gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ONG internationale Save the Children met en œuvre un projet de mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme au niveau communautaire sur la période 2016-2017, car les populations des zones communautaires sont les plus vulnérables et les plus exposées. Cette action vise à réduire la morbidité palustre de 115%. Cette campagne qui va durer 12 mois va consister à des séances de sensibilisation, de distribution de moustiquaires imprégnés de la destruction des nids de moustiques
dans les quartiers et dans les villages de la Côte d'Ivoire. À cela va s'ajouter la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Pour cette initiative, ces véhicules drones bénéficient du soutien financier du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un soutien financier estimé à 8 milliards de francs CFA. Les responsables de cette structure comptent s'investir davantage pour lutter efficacement contre cette maladie. Pour la mise en œuvre de ce projet communautaire sur le terrain, l'ONG Ce Véhicule Drone sera assistée par plusieurs ONG locales engagées dans la lutte contre le paludisme. Une campagne qui démarre ce mois d'avril 2016. À Bouaké, les élèves sont sensibilisés sur la gestion des conflits en milieu scolaire. Les bénéficiaires sont les pensionnaires du lycée moderne de jeunes filles de Bouaké et l'initiative du club Messager de la paix de cet établissement. Maria Kobi, Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. Prévenir et résoudre les conflits en milieu scolaire. Telle est la mission du club Messager de paix du lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké. Cela s'est matérialisé par une action de sensibilisation organisée en faveur des élèves et des enseignants du lycée. Objectif, promouvoir la tolérance et la culture de la paix au sein de leur établissement. C'est à travers des rencontres sportives et artistiques que le club Messager de paix du lycée moderne Jeunes Filles a voulu créer la cohésion entre ses membres et le public venu en grand nombre. Les membres du club Messager de paix ont donc invité les élèves encore réticents à intégrer ces clubs, gage d'un changement de comportement. Dans notre club, on essaie d'apprendre aux filles comment se comporter avec leurs camarades. Il ne faut pas trop se disputer pour des trucs inutiles. Voilà, essayer de leur dire qu'on peut bien s'entendre, on peut bien régler nos petites difficultés sans faire de bruit. Au début, je gardais des rancunes contre mes camarades. Mais après la formation du club Messager de la paix, j'ai appris à pardonner. Ce que j'aimerais dire à mes camarades, je les appelle à adhérer à notre club. Pour sa part, Akanvou Julienne, directrice du lycée moderne Jeunes Filles, a salué cette initiative. Elle souhaite que de telles actions soient pérennisées pour prévenir tout conflit en milieu scolaire. Les clubs Messagers de paix sont une initiative de l'ONG Search for Common Ground avec le soutien de l'UNICEF. Cette structure, à travers son projet promouvoir une culture de paix en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, se propose de transformer le rôle de ses apprenants dans les conflits afin qu'ils contribuent à la construction d'une paix durable. Et restons en région pour parler de développement. Cette fois, le Conseil régional du Haut-Sassandra a fait le point de ses réalisations en faveur des populations. Ce sont plus de 118 millions de francs CFA qui ont été investis pour ces réalisations qui concernent des infrastructures socio-économiques et éducatives. Thérèse Tapeyoboué. Un collège à base 4 à Ibogué, dans le département d'Issia, une école primaire de 3 salles de classe, plus bureau à Liabo, dans la sous-préfecture des Zoukougbe, un centre de santé à Grégbe, dans le département des Zoukougbe, ajouté à cela le pont de Liabo, toujours à Zoukougbe. Ce sont quelques-unes des réalisations du Conseil régional du Haut-Sassandra. Le coût des réalisations, plus de 118 millions de francs CFA. Ces réalisations ont été portées à la connaissance du public au cours de la rencontre du Conseil régional du Haut-Sassandra. Le professeur Alphonse Guéguem a dit à saisi l'occasion pour mettre un accent sur le recouvrement des taxes. Car selon lui, l'État ne peut pas tout faire. Il appartient donc au Conseil de redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. Avoir les moyens pour permettre au Conseil de faire ce que les parents attendent de nous. Sans cet effort interne aux citoyens du Conseil, on ne peut pas attendre que l'apport de l'État pour essayer de faire ce que nous sommes en droit de faire, comme les collèges, comme les maternités, comme les routes, comme la politique de l'eau et de l'électricité. Cette rencontre a permis également aux conseillers d'adopter le budget de l'exercice 2016 du Conseil. Il se lève à plus de 3 milliards 800 millions de francs CFA. Le préfet de la région du Haut-Sassandra a félicité le Conseil pour ses efforts d'édification d'infrastructures scolaires au moment où le gouvernement a fait voter une loi rendant désormais l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. La jeunesse unie pour le développement du handball a échangé avec les leaders de jeunesse des départements de la région. Au menu de cette rencontre, le montage de projets viables et bancables ainsi que la culture de la cohésion sociale. Développer l'esprit entrepreneurial pour une jeunesse de la région du handball autonome financièrement. Tel est le souci majeur de l'UJDH, Jeunesse unie pour le développement du handball.
À l'hôtel de ville de Katiola, les responsables de l'UJDH ont échangé avec les leaders de jeunes venus de toutes les circonscriptions administratives de la région. Le président de la jeunesse unie pour le développement du handball inscrit les actions de son organisation dans la dynamique de la politique de relance socio-économique mise en place par le gouvernement. Kone Kremika a exhorté les jeunes à renforcer et développer entre eux l'esprit d'unité, de solidarité et de fraternité, gage d'un développement harmonieux. On a eu à travailler avec des jeunes du handball dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. Nous sommes en train de nous battre et nos dossiers sont avec des bailleurs de fonds. Nous pensons que dans 1 ou 2 mois, on aura les premiers résultats. Nous demandons à la jeunesse de rester unie, mobilisée, de s'enfermer dans des projets concrets. Les leaders de jeunesse des départements de la région du handball, à savoir Katiola, Dabakala et Nyakaramadougu, ont été invités à proposer des projets viables et bancables. Le bilan des activités de l'année 2015 a été dressé. Activités dominées par des formations sur les montages de projets. L'UJDH se veut le creuset de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse du handball à travers la création d'activités génératrices de revenus. Et c'était un reportage de Soro Corona et Charles Tatou de RTI Bouaké. Deuxième grand titre de cette édition, parlons de la recherche de l'or de manière artisanale qui s'est accrue en Côte d'Ivoire depuis 2000. Vu l'anarchie et les activités illicites qui se tiennent autour de l'orpaillage, l'État de Côte d'Ivoire a procédé au déguerpissement d'environ 150 sites de mines clandestines. Et nous allons nous rendre dans les régions du Hambol et de la Marawi. Ouattara Amadou, RTI Bouaké. Brillant de couleur jaune, l'or est un métal précieux chez nombreux peuples. L'or est synonyme de beauté, de richesse et de mystère. Pour sa valeur, l'or est recherché. La recherche de l'or de manière artisanale s'est accrue en Côte d'Ivoire au début de l'année 2000. Cette forme d'exploitation du métal jaune a attiré en 2010 plus de 2 millions d'immigrés des pays membres de la CEDEAO, selon le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Désordre, banditisme, trafic de stupéfiants, prostitution sont entre autres les activités illicites qui se développent autour de la recherche de l'or, la plupart du temps faite dans la clandestinité. Le 22 octobre 2014, le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait toute activité d'exploitation minière artisanale. Cette mesure a touché au moins 150 mines clandestines. L'État veut donc réorganiser le secteur à travers la mise en place d'un programme de rationalisation de l'orpaillage. Nul n'est maintenant censé creuser des trous en brousse sans que l'État de Côte d'Ivoire ne puisse contrôler. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déguerpissement des orpailleurs partout en Côte d'Ivoire. Cette décision est respectée par endroits grâce aux efforts consentis par les autorités administratives, soutenues dans leurs tâches par les propriétaires terriens et leurs ayants droit. L'État a commencé à réglementer l'orpaillage, à mettre de l'ordre, et ce qui a été fait. Il n'y a plus personne sur ces sites-là. Nous sommes prêts à aider le gouvernement et il n'a qu'à nous aider aussi à organiser mieux que ça. On a pris acte de venir veiller sur nos terrains. La personne que nous allons prendre ici, il va savoir que vraiment la terre n'est plus autorisée à travailler comme avant. Si les populations bénéficiaires des retombées de l'orpaillage sont d'accord avec l'État pour le déguerpissement, elles souhaitent la reprise des activités qui leur procurent des revenus. L'orpaillage, une fois organisé, est un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Si on dit de recommencer, vraiment il sera content. Voilà, il y a de nouvelles maisons qui sont au village ici, là. Ça, à cause des orpailleurs, on a fait ça. L'autorité administrative avance que l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or est une mesure gouvernementale afin de protéger la société. Les orpailleurs devront désormais se conformer au nouveau code minier pour espérer exercer de façon formelle. Après cette étape de déguerpissement, le ministre permet à toute personne physique ou morale de faire des demandes. Il faut d'abord être ivoirien pour pouvoir prétendre à une demande d'autorisation semi-industrielle et artisanale. Cette décision vise aussi à réduire considérablement l'impact de l'orpaillage sur la société et l'environnement.
Impact qui constitue une réelle préoccupation pour le pouvoir public. La destruction de tout ce qui est forêt, il y a les trous miniers qui sont des pièges à animaux et enfin il y a les produits utilisés dans ce type d'orpaillage qui peuvent influencer la qualité de l'eau brute. Les productions ont tendance à baisser, surtout dans les plantations de caféiers. 912 tonnes en 2014 et en 2015 en matière de production de café, et nous sommes à 77 tonnes. Pourtant, les orpailleurs recusent ces affirmations. Il y a des sites que nous avons travaillé clandestinement. Ces sites-là, aujourd'hui, récoltent du cacao, du café. On réhabilite les sites. Il est donc dans l'intérêt de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour limiter les dégâts. La production aurifère nationale, qui avoisine les 18 tonnes à l'année, pourrait connaître un taux d'accroissement seulement si la production inorganisée de l'or devenait formelle et contrôlée par les nationaux, soucieux du respect des règles environnementales et des lois de l'État. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont visité la forêt du Banco pour se familiariser avec cette forêt dans laquelle se trouvent des espèces rares d'arbres. En tout cas, un lieu touristique à visiter et à revisiter, nous dit Patricia Omo-Etia. Forêt du Banco d'Abidjan, un attroupement d'étudiants, la plupart issus de l'université Félix Houphouët-Boigny, venus pour une visite écologique. Cette découverte vise la protection et la promotion de l'environnement. La présence du réville à la forêt du Banco revêt 3 caractères. Le premier élément, c'est d'intégrer les questions liées à l'environnement dans notre monde et particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est de se positionner comme partenaire de l'État et de toutes les structures privées qui participent à la lutte contre la déforestation. Le troisième élément, c'est de changer l'image de cet étudiant violent qui veut aujourd'hui prendre sa part dans toute la politique du gouvernement et apporter des solutions à tous les problèmes qui touchent notre pays. Selon Fousseni Koulibaly, commandant des eaux et forêts, chef du secteur du Banco, ce parc est accessible à toute personne désireuse de le découvrir. Tous les jours, les gens peuvent venir, mais on demande quand même aux visiteurs de prendre soin de nous prévenir lorsqu'il s'agit de venir les week-ends ou bien lorsqu'il s'agit de venir des jours fériés. Les visiteurs sont priés de suivre les guides, de ne pas s'écarter des groupes, notamment de ne pas mutiler les espèces végétales ou animales. Plusieurs conférences liées à l'environnement et au protocole social ont meublé cette visite découverte. L'initiative est du Revilla, le réseau estudiantin de l'intellect et du leadership en Afrique, en collaboration avec le Red Plus Côte d'Ivoire. À Béoumi, le ministre Sidi Touré de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des centres d'écoute et de conseil à une infrastructure d'encadrement de la jeunesse. Ouattara Djeneba, Ouattara Amadou Walter, RT Boaké. Château d'eau, collège de proximité, brigade de gendarmerie, résidence du sous-préfet, ambulance pour le centre de santé, ouverture des voies et plan d'urbanisation. Autant de projets à réaliser pour le développement de la sous-préfecture d'Ando-Crénou. Pour la réalisation de ces projets, des mutuelles se sont mises ensemble. La Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Ando-Crénou, FEMUSAC. Une fédération qui regroupe les habitants de 15 villages. Le nouveau président de la FEMUSAC a été officiellement installé par le ministre en charge des jeunes, Sidi Touré, pour un mandat de 3 ans. Parrain de la cérémonie, le ministre Sidi Touré salue l'engagement de la fédération en faveur de l'épanouissement des filles et fils d'Ando-Crénou. Il a exhorté les populations à l'union, à l'entente pour le développement de leur localité. Le ministre a également promis son appui aux côtés de la FEMUSAC pour la mise en œuvre de certains projets. C'est dans l'union qu'on réussit les grandes choses. C'est dans l'union qu'on réussit à passer les plus grandes épreuves. C'est dans l'union que le développement s'arrache. Sidi Touré a aussi posé la première pierre du foyer des jeunes de Nzoueda. Ce village a vu le président de sa mutuelle investi. Nzoueda, distant de Béoumi d'1 kilomètre, attend toujours son électrification et l'ouverture des voies pour amorcer son développement.
Et terminons cette édition avec cette information. La première étape du processus visant à éloigner du pouvoir la présidente brésilienne Dilma Rousseff a débuté. Les députés sont favorables à la destitution de la présidente brésilienne. Les militants du Parti des travailleurs fondent maintenant leurs espérances sur le vote en assemblée plénière de la Chambre des députés prévu entre vendredi 15 et dimanche 17 avril. Pour démettre la présidente, une majorité des 2/3 des députés a requise, soit 342 voix avant le vote au Sénat. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.